Il y a des humiliations qui sentent le sucre et la poudre d'amande, et la mienne était servie chaque année, précisément le jour de l'Épiphanie. Je m'appelle Céline, et mon histoire n'est pas celle d'une simple querelle familiale, mais d'une exclusion symbolique orchestrée avec l'élégance glaciale propre aux grandes familles parisiennes. Ma mère, Geneviève Dubois, n'était pas juste une mère. Elle était l'icône de la pâtisserie française, la propriétaire de la Couronne d'Or, une institution de la rive gauche. Son amour pour nous, ses enfants, était aussi méticuleux et mesuré que le dosage d'une ganache parfaite. Et dans cette mesure, j'étais toujours le sel manquant. L'incident du dessert, cette phrase qui sert de titre à mon récit, n'est que la pointe émergée de l'iceberg d'une vie entière passée dans l'ombre de mon frère, Aurélien, le fils d'Auré. Aurélien, avec son sourire facile et son air de ne jamais se soucier de rien, avait toutes les faveurs, tous les honneurs, toutes les parts de dessert les plus crémeuses. Moi, l'enfant qui posait trop de questions, celle qui s'intéressait véritablement à l'alchimie de la cuisine mais qui refusait de suivre les conventions de sa mère, j'étais invisible. Le jour de la fête des rois, le rituel était immuable. La galette des rois, cette merveille de pâte feuilletée et de frangipane, arrivait au centre de la table en acajou de notre somptueux appartement du 16e arrondissement. Mon père, un homme d'affaires effacé qui avait financé la passion de ma mère sans jamais oser la contredire, était chargé de couper. Les yeux bandés, selon la tradition, il désignait à qui chaque part irait. Mais ma mère avait toujours un moyen de s'assurer que le sort soit favorable à Aurélien. La véritable humiliation se jouait autour de la fève, cette petite figurine, cachée dans la galette, celle qui confère à son découvreur le titre éphémère de roi ou reine et le droit de porter la couronne dorée. Une couronne qui, chez nous, symbolisait le droit à l'héritage émotionnel de ma mère. Chaque année, la part d'Aurélien contenait la fève. Chaque année, ma mère glissait le plat de service vers moi, me présentant une part impeccablement lisse, sans la moindre promesse. Ce jour-là, l'année de mes 20 ans, alors que j'attendais avec un reste d'espoir, elle a servi la dernière part restante à notre tante Hélène, une parente lointaine, en disant d'une voix douce mais ferme « Oh, ma chérie, il n'en reste qu'une, et elle n'est pas assez présentable. » Pour une pâtissière de ton niveau, n'est-ce pas, Céline ? La phrase était dite avec un air de fausse compassion qui masquait à peine le mépris. Elle venait de me dénier ma part de dessert, ma part de famille, mon droit à la fève symbolique. C'était la goutte de crème aigre qui a fait déborder mon cœur. Je me suis levée, pas avec fracas, mais avec une dignité glaciale que j'avais passé ma vie à cultiver. J'ai regardé ma mère, son visage parfait, encadré par des boucles blondes soigneusement arrangées, et j'ai vu au-delà de la façade la reine d'une boulangerie qui ne régnerait pas éternellement. À cet instant, je n'ai rien dit de ma colère, de ma douleur, de mon désir de vengeance. J'ai simplement souri. Un sourire silencieux qui disait « Vous croyez m'avoir tout pris, mais j'ai gardé le meilleur pour plus tard. Et mon meilleur ne serait pas une simple part de frangipane. Il serait une révolution culinaire et financière qui raserait et reconstruirait son empire. » J'ai quitté la table, la maison, et Paris le lendemain matin, ne laissant derrière moi qu'une courte note disant que je partais chercher les ingrédients manquants à ma propre recette. Elle n'a pas cherché à me retenir, bien sûr. Aurélien était là, après tout. Elle pensait qu'elle m'avait rejeté. Elle ne réalisait pas qu'elle venait de me donner la permission de me venger. Mon départ de la bulle dorée du 16e arrondissement n'a pas été une fuite, mais une exécution stratégique. J'avais coupé les ponts, non pas par faiblesse, mais par un besoin absolu de m'affranchir de l'atmosphère toxique où chaque réussite était minimisée. L'humiliation de la galette des rois était le catalyseur, mais l'histoire d'invisibilité remontait bien plus loin, à l'enfance, lorsque mes cahiers de recettes griffonnés étaient jetés comme de la paperasse inutile, tandis qu'Aurélien recevait des éloges pour le moindre gribouillis. J'ai atterri à Lyon, la capitale de la gastronomie, un endroit où l'excellence se gagne par le travail et non par le nom. J'ai loué un studio minuscule dans le quartier de la Croix-Rousse, un lieu vibrant d'artisanat et d'authenticité, à 1000 lieues des marbres froids de notre hôtel particulier parisien. Mon plan n'était pas de concurrencer la couronne d'or de ma mère, du moins pas immédiatement. Mon objectif était de trouver cet ingrédient manquant
dont j'avais parlé dans ma note de départ. L'élément qui ferait de ma pâtisserie non seulement un succès, mais une légende incontestable que même Geneviève ne pourrait ignorer. J'ai passé les premières années à travailler dans des cuisines professionnelles, acceptant des emplois ingrats, allant de l'aide cuisinière à la plongeuse, absorbant chaque technique, chaque secret, chaque nuance de l'art. J'ai appris l'humilité, le respect de la matière, des leçons que l'héritage familial ne m'avait jamais données. C'est lors de mes recherches sur les archives oubliées de l'histoire de la pâtisserie lyonnaise que j'ai découvert une mention intrigante dans un vieux manuscrit du XVIIIe siècle. Il s'agissait d'une méthode de fermentation oubliée, utilisée pour le pain et certains gâteaux, qui conférait une saveur, une texture et une durée de conservation révolutionnaire. C'était un trésor dormant que la pâtisserie moderne, obsédée par la vitesse et la production de masse, avait perdu. J'ai consacré des mois entiers à l'expérimentation. Les nuits se sont transformées en aubes, les erreurs en leçons coûteuses. J'ai investi mes maigres économies dans des ingrédients rares, dans l'équipement spécialisé, dans le silence de mon studio, où l'odeur de la levure et du beurre était mon unique compagnie. Finalement, j'ai réussi. J'ai créé un produit qui transcendait le simple dessert. Une brioche, simple en apparence, mais avec une mie si aérienne et un parfum si complexe qu'elle racontait une histoire. Mon arme secrète était prête. Je l'ai baptisée la fève cachée, en hommage ironique à celle que ma mère m'avait refusée. En parallèle, j'ai développé une application mobile d'un nouveau genre. Loin de la pâtisserie physique, cette application, appelée Cercle d'Or, mettait en relation des artisans culinaires de niche avec une clientèle privée et fortunée, fatiguée de la grande distribution. Elle était discrète, exclusive, et surtout, mon identité restait cachée sous le pseudonyme de Madame Lebrun, un nom d'emprunt qui résonnait comme le luxe discret et ancien. En 2 ans, Cercle d'Or est devenu une mine d'or, une plateforme de gestion des produits de luxe culinaire, gérant des millions d'euros de transactions. L'argent, le pouvoir, la reconnaissance, anonyme, coulaient à flot. J'avais mon propre empire, bâti sur le travail acharné, loin du nom du bois. Mon meilleur pour plus tard prenait une forme concrète, inattendue, et surtout, financièrement agressive. Personne à Paris, et surtout pas ma mère, ne pouvait imaginer que l'analyste financière derrière Cercle d'Or, celle qui commençait à dicter les tendances du marché du luxe alimentaire, n'était autre que la fille qu'elle avait jugée pas assez présentable, pour une simple part de galette. Mon retour à Paris fut aussi discret qu'une ombre portée un jour de pluie. Je n'ai pas cherché les retrouvailles, seulement les informations. Mon réseau, tissé grâce à Cercle d'Or, était tentaculaire, allant des fournisseurs de farine, d'exception aux banquiers privés qui gèrent les fortunes des familles traditionnelles. Je voulais savoir quel vent soufflait sur la couronne d'or, l'institution de ma mère. Et ce que j'ai découvert était à la fois satisfaisant pour mon orgueil blessé et dérangeant pour la part de moi, qui respectait encore l'artisanat. La couronne d'or était en crise. Non pas à cause d'un manque de clientèle, le nom de Geneviève Dubois était trop ancré dans le chic parisien pour cela, mais à cause d'une gestion financière désastreuse et d'un manque total d'innovation. Mon frère, Aurélien, le fils doré à qui ma mère avait confié les rênes du côté administratif après son diplôme de commerce, était un désastre ambulant. Il avait dilapidé les fonds de roulement dans des investissements fantaisistes et des rénovations inutiles. Geneviève, aveuglée par son amour maternel et son dédain pour les chiffres, refusait de voir la vérité. Le pire était que l'empire familial n'était pas en train de s'effondrer par lui-même, mais qu'il était délibérément miné de l'intérieur par un requin bien connu du milieu. Un homme dont le nom faisait frissonner les pâtissiers de la vieille garde, Monsieur Édouard Duval, un concurrent moderne et impitoyable qui avait construit sa chaîne de boulangeries industrielles sur une imitation médiocre du savoir-faire artisanal. Duval avait, il s'avérait, acquis secrètement une majorité de la dette hypothécaire de la couronne d'or par l'intermédiaire d'une société écran au Luxembourg. Mon plan de vengeance, initialement axé sur l'éclat de mon propre succès, devait maintenant devenir une opération de sauvetage camouflée, une manœuvre de guerre économique. Je devais agir vite, non seulement pour humilier ma mère en lui révélant ma supériorité, mais aussi pour m'assurer que Duval ne mette pas la main sur les archives de la famille Dubois, sur le véritable cœur de la couronne d'or, qui n'était pas la marque,
mais les cahiers de recettes centenaires, mon véritable héritage volé. J'ai contacté mon réseau d'avocats d'affaires, me présentant toujours comme Madame Lebrun, la mystérieuse investisseuse derrière le succès de Cercle d'Or. L'identité secrète était ma carapace, mon bouclier contre toute tentative d'apaisement maternel prématuré. J'ai exigé un audit financier complet de la Couronne d'Or, agissant sous prétexte d'un investissement potentiel dans le patrimoine culinaire français. Les documents étaient accablants. Aurélien avait détourné des fonds pour couvrir ses dettes de jeu, et Geneviève avait cosigné sans lire. L'échéance de la dette de Duval était fixée à la veille du très médiatisé Gala de bienfaisance des artisans du goût, un événement annuel que ma mère organisait pour le gratin parisien, souvent surnommé avec sarcasme le bal du pain quotidien. C'était la date que Duval avait choisie pour son coup de grâce, l'annonce publique de la reprise. Et ce serait aussi la date de ma propre révélation. Je ne pouvais pas simplement rembourser la dette. La vengeance devait être esthétique. Ma mère devait comprendre que celle qu'elle avait jugée pas assez présentable était celle qui détenait la véritable couronne. L'urgence d'agir était palpable. Un compte à rebours financier rythmé par l'approche du Gala des artisans du goût. Mon plan se déroulait en 2 phases. D'abord, neutraliser l'attaque de Duval de manière invisible. Ensuite, orchestrer ma propre révélation de manière spectaculaire et irréfutable, transformant le triomphe de l'ennemi en ma propre scène de vengeance. En tant que Madame Lebrun, j'ai utilisé les fonds accumulés par Cercle d'Or pour acquérir discrètement le terrain adjacent à la Couronne d'Or, un petit immeuble historique que ma mère avait toujours rêvé d'incorporer à sa boulangerie pour créer un salon de thé plus vaste. Cette acquisition était à la fois un levier de négociation et un moyen de rendre la liquidation de la boulangerie beaucoup plus complexe pour Duval. Simultanément, j'ai contacté un groupe de jeunes pâtissiers innovants dont j'avais suivi la carrière de loin et j'ai monté un partenariat avec eux. L'idée était de lancer une ligne de produits éphémères qui utiliserait ma fameuse technique de la fève cachée, la fermentation oubliée, mais sous un nom différent et mystérieux. Je voulais que ces produits, par leur perfection technique et leur saveur sublime, fassent l'objet de toutes les conversations dans le milieu, y compris à l'oreille de ma mère. J'ai investi des heures à observer ma mère, de loin. Je la voyais dans son bureau, les traits tirés, luttant pour maintenir une façade d'opulence et de succès. Elle s'efforçait de cacher à tout le monde, même à Aurélien qui était trop occupé à s'éclipser au cercle de jeu, que les huissiers frappaient à la porte. La voir ainsi, vulnérable, aurait dû me satisfaire pleinement. Pourtant, une étrange amertume m'envahissait. Ce n'était pas la chute de Geneviève Dubois, la pâtissière de renom, que je voulais, mais la reconnaissance de Céline, la fille bannie. Ma vengeance n'était pas censée détruire son héritage, seulement lui montrer qu'il aurait pu être sauvé par celle qu'elle avait rejetée. La tension montait à l'approche du gala. Mon frère, Aurélien, dans une tentative désespérée de racheter ses erreurs, avait promis à ma mère un financement miracle, qui viendrait d'un ancien ami de l'université. Geneviève, s'accrochant à cet espoir, avait mis les bouchées doubles pour faire du gala un événement somptueux, le dernier grand spectacle de la Couronne d'Or avant, elle l'espérait, son redressement. Mon invitation en tant que Madame Lebrun fut traitée avec une déférence totale. Mon nom, bien que faux, était synonyme de pouvoir financier dans le Paris d'aujourd'hui. Ma mère ne pouvait se permettre de snober un tel mécène. Elle ne m'a pas reconnue. Les années passées à travailler loin de la lumière, l'élégance nouvelle que m'avait donnée la confiance en moi et la richesse, avaient effacé les traits de la petite Céline humiliée. J'étais une autre femme, une femme de pouvoir. J'ai accepté l'invitation, mais j'ai ajouté une clause à la surprise. Je devais présenter, lors de la soirée, un nouveau dessert, le clou du spectacle, que j'offrirais aux enchères. Le véritable but n'était pas la vente, mais la démonstration de force technique, la preuve que j'étais désormais maîtresse de l'art qu'elle m'avait dénié. La préparation du clou du spectacle est devenue le point de convergence de ma vengeance. Ce n'était pas un dessert, mais une déclaration de guerre, une œuvre d'art culinaire qui devait résumer mon voyage d'exclusion à l'apogée du succès. J'ai choisi de créer une version revisitée et ultra sophistiquée de la galette des rois, l'arme même de mon humiliation. Mais cette fois-ci, incorporant la fameuse technique de fermentation du XVIIIe siècle pour le feuilletage et intégrant une fève d'or véritable, non pas cachée, mais visible sur le dessus, comme un défi. J'ai fait appel à mon équipe de pâtissiers, tous liés par le secret professionnel, pour préparer le dessert dans une cuisine louée anonymement à l'autre bout de la ville. Les saveurs étaient complexes, audacieuses. Une frangipane infusée à la rose et à la pistache d'Iran, enfermée dans un feuilletage d'une finesse et d'un croquant inégalé, rendu possible par
la fève cachée. Pendant ce temps, les coulisses du Gala des artisans du goutte, à la Couronne d'Or, étaient un bouillon de culture de l'hypocrisie parisienne. Aurélien, sous pression, paniquait. Son financement miracle n'était qu'une escroquerie minable qui s'était effondrée, le laissant avec des dettes encore plus importantes. Mon père, fatigué de la spirale infernale, avait finalement décidé de s'impliquer. Mais son intervention était trop tardive, trop faible. Ma mère, Geneviève, elle, était dans son élément. Elle dictait les emplacements de table, choisissait les fleurs, ignorait délibérément la pile de rappels de paiement sur son bureau. Son déni était une forteresse inexpugnable. J'ai assisté à plusieurs réunions de planification en tant que Madame Lebrun, observant Geneviève de près, étudiant ses faiblesses, ses mouvements, sa manière de traiter le personnel, une mixture d'exigences professionnelles et d'une étrange distance émotionnelle. Elle me complimentait sur mon sens des affaires, ignorant que mon succès avait été le résultat direct de son rejet. La veille du gala, la tension atteignit son paroxysme. Mon avocat m'informa que M. Duval avait verrouillé tous les recours légaux. Il ne cherchait pas à négocier, il cherchait à détruire. Son plan était d'arriver au gala, laisser ma mère se couvrir de gloire. Puis, juste avant le discours final, de prendre la parole pour annoncer froidement qu'il était le nouveau propriétaire, que l'institution serait liquidée et transformée en usine de production industrielle. C'était une vengeance de sa part, en réponse à un vieil affront professionnel que ma mère lui avait fait des années auparavant. En découvrant le niveau de cruauté de Duval, quelque chose en moi s'est brisé. Ma propre soif de vengeance n'était pas de cette nature. Je voulais de la justice. Pas une destruction totale qui souillerait un lieu d'artisanat. C'est à ce moment que mon plan a pris une tournure inattendue, se transformant d'une simple vengeance à une manœuvre complexe de réconciliation cachée. J'ai réalisé que pour me venger de manière définitive, je devais frapper Duval et sauver l'héritage de ma mère en même temps, prouvant ainsi à Geneviève que mon meilleur pour plus tard était bien plus grand que son simple rejet. J'ai déclenché la phase secrète de mon plan, celle que même mes avocats ne connaissaient pas encore. Le soir du gala, la couronne d'or scintillait sous les lumières des lustres de cristal. L'air était saturé du parfum enivrant des fleurs rares, du champagne millésimé, et, ironiquement, de l'odeur du pain frais que ma mère s'était assurée de cuire pour l'ambiance. Ma mère, Geneviève, rayonnait, drapée dans une robe de haute couture, jouant son rôle de reine du goût avec une maestria consommée, serrant des mains et souriant avec une conviction qui trahissait son anxiété intérieure. Aurélien était là aussi, flottant nerveusement, jetant des regards furtifs vers la porte, espérant son sauveur, financier imaginaire. Moi, j'étais Madame Lebrun, une figure énigmatique au centre d'une table stratégique, vêtue d'un tailleur noir impeccable qui contrastait avec les teintes pastel de la foule. J'étais la définition de l'agressivité silencieuse et de la curiosité observatrice. J'ai échangé quelques mots polis avec ma mère. Sa reconnaissance professionnelle était un baume amer. « Madame Lebrun, votre sens des affaires est légendaire. J'aimerais que mes propres enfants aient de votre finesse. » m'a-t-elle dit avec une moue de fausse tristesse. « Je... » n'ai pu que répondre par un sourire énigmatique. Les plats défilaient, tous sublimes, mais le moment attendu, celui où la tension devait culminer, était le discours de ma mère, suivi de la vente aux enchères de mon clou du spectacle. Le moment arriva. Geneviève monta sur l'estrade, saluée par une vague d'applaudissements polis. Elle parla de l'artisanat, de l'héritage, de la passion. C'était une performance magnifique, le chant du cygne d'une femme qui savait qu'elle était sur le point de tout perdre. Juste avant qu'elle ne termine, une silhouette s'avança brusquement. C'était Monsieur Édouard Duval, grand, froid, avec un sourire de prédateur. Il prit le microphone des mains d'un Aurélien pétrifié. Le silence devint assourdissant. Duval commença son annonce avec une politesse venimeuse, remerciant Geneviève pour sa contribution à l'histoire, avant de lâcher sa bombe. « Chers invités, je suis au regret de vous informer que l'histoire s'arrête ici. En tant que nouveau détenteur de la dette majoritaire de la Maison du Bois, je vous annonce que la couronne d'or sera mise en liquidation forcée dès demain matin. Le prestige de cette adresse fera une excellente unité de production pour ma chaîne, Duval fait maison. » Le choc fut immédiat. Les murmures se transformèrent en une vague d'indignation et de malaise. Ma mère, le visage blême, s'accrochait au pupitre. Aurélien s'effondrait au fond de la salle. Le triomphe de Duval était complet, public, sans appel. C'est alors que je me suis levée.
avec une lenteur calculée, je me suis dirigée vers l'estrade. Le mystère entourant Madame Lebrun était tel que tous les regards se tournèrent vers moi, y compris celui, haineux et surpris, de Duval, et celui, implorant et confus, de ma mère. Le silence revint, plus lourd encore. Je suis montée sur l'estrade, dégageant une aura de confiance et de pouvoir qui faisait pâlir Duval à côté de moi. J'ai pris le microphone et j'ai regardé la foule, puis ma mère. Son regard, pour la première fois, n'était pas de l'arrogance, mais de la peur pure. L'heure de la vengeance était arrivée. « Monsieur Duval », ai-je commencé, ma voix, claire et en français parfait, portant dans le silence de la salle. « Je vous remercie pour cette annonce. Elle nous permet de clarifier certains points de droit qui, je suis sûre, vous échappent. » Duval, se remettant de sa surprise, a ricané. « Et qui êtes-vous, madame, pour commenter mes affaires? Êtes-vous l'une de ces admiratrices tardives ?» Je lui ai rendu son sourire, mais le mien était celui d'un requin plus grand. « Je suis Madame Lebrun. Et contrairement à ce que vous pensez, je ne suis pas ici en tant qu'admiratrice, mais en tant que propriétaire. » La foule a haleté. Ma mère a lâché le pupitre. Duval est devenu livide. « C'est absurde. J'ai la dette, j'ai l'acte de saisie, » a-t-il hurlé. J'ai sorti un dossier de ma pochette. Un geste minimaliste et dévastateur. « Monsieur Duval, vous détenez la dette sur la structure physique de la boulangerie. C'est exact. Cependant, la Couronne d'Or a toujours eu besoin d'un espace adjacent pour l'extension de son salon de thé, n'est-ce pas, Geneviève ?» Mon regard s'est tourné vers ma mère, qui était maintenant en larmes silencieuses. Le choc de mon utilisation de son prénom au milieu de cette révélation, la frappant de plein fouet. Ce terrain, monsieur Duval, qui est essentiel à toute réorganisation ou liquidation de la propriété principale, je l'ai acquis il y a 3 semaines. Et plus important encore, ai-je continué, jouissant de la confusion de Duval. La dette que vous détenez est une dette secondaire. La dette prioritaire, celle qui a été contractée par mon frère, Aurélien, auprès d'un créancier privé, celle qui a déclenché l'échéance de votre propre dette, cette dette-là a été rachetée par Cercle d'Or, ma société. La salle explosa de murmures. Mon frère, au fond de la salle, se redressa, horrifié. En d'autres termes, monsieur Duval, vous n'êtes plus le créancier majoritaire. Vous n'êtes qu'un propriétaire terrien dans une impasse légale. Votre seule option, si vous voulez que votre rachat ait un sens, est de me vendre vos parts. J'avais retourné le jeu, utilisant la complexité du droit immobilier français et la puissance financière de mon empire secret contre son agression. Duval était vaincu en public, humilié sur la scène qu'il avait volée. J'ai donc sauvé la couronne d'or de l'intérieur, Geneviève, ai-je conclu, ma voix se faisant plus douce, mais plus cinglante. J'ai gardé le meilleur pour plus tard, et ce meilleur était de vous montrer que celle que vous avez refusée pour une part de dessert était la seule à posséder l'intelligence et les moyens de sauver tout votre empire. La déroute de Duval fut rapide et humiliante. Il quitta le gala sous les regards de mépris de l'élite parisienne. La foule, un instant auparavant plongée dans la consternation, se transforma en une vague d'acclamations pour Madame Lebrun, la mystérieuse bienfaitrice. Mais mon attention était fixée sur ma mère. Elle était descendue de l'estrade. Son corps tremblait, son visage figé entre la reconnaissance et l'horreur. Elle ne m'avait toujours pas reconnue. Le choc de la transaction financière primait sur le souvenir de sa fille bannie. Aurélien, s'approchant de moi avec un mélange de terreur et de vénération, tenta de me remercier pour ce geste incroyable, ce coup de génie. Je le repoussai d'un simple regard froid, le remettant immédiatement à sa place d'enfant gâté inutile. « Votre dette est réglée, Aurélien, » lui dis-je, « mais votre compte avec moi est loin d'être clos. » C'est alors que ma mère s'approcha. Elle me regarda dans les yeux, cherchant un trait, une ressemblance qui pourrait expliquer cette familiarité troublante. « Qui êtes-vous, vraiment ?» demanda-t-elle, sa voix n'étant plus celle de la reine de la pâtisserie, mais celle d'une femme désemparée. J'ai retiré mon élégant collier, un simple filigrane d'or, et j'ai révélé une petite cicatrice à la base de ma nuque, souvenir d'une chute d'enfant que seule ma mère connaissait.
Je suis Céline, maman, dis-je doucement. La fille qui n'était pas assez présentable pour un simple dessert. L'effet fut plus violent qu'un coup de fouet. Ses genoux ont cédé, et elle a dû s'appuyer sur la table pour ne pas tomber. Tous les invités se sont tus, assistant au drame personnel. J'ai continué, mon ton se faisant plus chirurgical, plus mesuré. J'ai sauvé votre boutique, votre nom, votre fierté, mais ne vous y trompez pas. Ce n'est pas un acte de pardon. C'est le paiement de ma dette envers moi-même, la preuve que j'avais le meilleur pour plus tard. Ce soir, je suis la nouvelle propriétaire de la Couronne d'Or. Aurélien est relevé de ses fonctions. Quant à vous, Geneviève, vous restez pour l'instant pour assurer la transition de l'image de marque. C'était l'exécution finale de ma vengeance. Non pas la destruction, mais la subordination. L'élève devenue maîtresse, reléguant l'ancienne maîtresse à un rôle de consultante sous surveillance. Le vrai coup de grâce vint ensuite. J'ai présenté le clou du spectacle, ma galette des rois, d'une complexité et d'une finesse incomparables. La foule, et même ma mère, était hypnotisée. Ce dessert, annonçai-je, est le fruit de mes années d'exil. C'est la preuve que les ingrédients que vous disiez manquer à mon caractère, je les ai trouvés seuls. Il y a une seule part, et elle va être mise aux enchères, non pas pour l'argent, mais pour la symbolique. La vente a atteint des sommets. Quand le dessert fut finalement coupé, j'ai pris une part et l'ai déposée devant ma mère. Elle contient la fève, Geneviève, la véritable fève que vous m'avez refusée il y a des années. Le droit de régner sur l'héritage, vous l'avez perdu, je suis la nouvelle reine, et vous n'êtes plus ma souveraine. Le regard de ma mère se remplit de larmes, mais pour la première fois, ce n'étaient pas des larmes d'arrogance blessée, mais de véritables regrets. Les jours qui ont suivi la révélation ont été un chaos mesuré. La presse, d'abord interdite de couvrir le drame familial, s'est déchaînée. L'histoire de la mystérieuse Madame Lebrun, qui s'avérait être Céline Dubois, la fille bannie, vengeant son honneur pour une histoire de dessert, a fait la une de tous les journaux et les magazines People. La Couronne d'Or est redevenue le centre de toutes les attentions. Sa survie miraculeuse sous les auspices de la nouvelle propriétaire talentueuse étant saluée comme un conte de fées moderne, une victoire de l'innovation sur la tradition sclérosée. Ma vengeance était complète. J'avais humilié Duval, renvoyé Aurélien à l'insignifiance et mis ma mère sous ma tutelle professionnelle. Geneviève était là, chaque jour, dans son ancien bureau, maintenant le mien. Elle était obligée de travailler sous mes ordres, de signer les documents que je lui présentais, de se plier à mes nouvelles directives, qui incluaient une modernisation complète des recettes et des méthodes de gestion. C'était une humiliation silencieuse, une torture élégante qui devait la forcer à reconnaître son erreur passée. Mais à ma grande surprise, elle n'a pas résisté. Elle ne m'a pas supplié, elle n'a pas pleuré, elle ne s'est pas mise en colère. Elle s'est exécutée avec une docilité étrange. Elle était la meilleure pâtissière de France, et elle était réduite à une simple assistante, une employée modèle. C'est dans cette nouvelle dynamique que le véritable basculement a commencé. Loin de la foule, dans le silence de mon nouveau bureau, j'ai remarqué un changement dans son comportement. Elle regardait la brioche, la fève cachée, devenue mon produit signature sous la nouvelle bannière, avec une intensité troublante. Un jour, elle m'a interpellée, non pas avec ressentiment, mais avec une curiosité professionnelle désarmée. « Céline, l'amie, la texture de ton feuilletage est impossible. Je n'ai jamais réussi à obtenir cette légèreté. Quel est ton secret? Quel est cet ingrédient que tu as trouvé ?» Elle parlait avec la ferveur d'une artiste confrontée à l'inconnu, l'arrogance ayant laissé place à la soif d'apprendre. J'ai souri, mon cœur serré par une émotion inattendue. La voir chercher la vérité, la voir mettre de côté son orgueil pour la technique, était une victoire plus douce que toute la vengeance du monde. « C'est l'ingrédient que vous disiez ne pas exister, maman, » lui ai-je répondu froidement. Une technique que j'ai trouvée dans les archives oubliées de Lyon. Une fermentation ancienne. J'ai gardé le silence pendant un instant, la laissant mariner dans cette nouvelle humiliation professionnelle. La voir si diminuée, si avide de connaissances, me donnait le pouvoir absolu. Mais la vengeance que j'avais tant désirée avait un goût de cendre. J'avais gagné, mais je n'étais pas guéri. Mon meilleur pour plus tard devait être plus grand que la simple vengeance. Il devait provoquer la réconciliation, non pas en annulant l'humiliation, mais en la transcendant. Je devais lui donner une chance de comprendre que mon triomphe n'était pas contre elle, mais pour la seule chose qui nous liait encore. L'amour de l'artisanat.
mois s'est écoulé. Geneviève, la reine déchue, passait ses journées à tenter de décortiquer la technique de ma brioche. Elle échouait à chaque fois, incapable de reproduire le secret de la fève cachée. Un matin, je l'ai trouvée tard dans la nuit dans la cuisine, seule, en larmes, tenant un vieux cahier de recettes familiales, celui que je regardais enfant. Elle ne pleurait pas sur la perte de sa boutique, mais sur son incapacité à reproduire cette perfection. Elle a levé les yeux vers moi. « Ce secret, Céline, il me rappelle quelque chose. Mon grand-père essayait de le maîtriser. Il est mort avant d'y arriver. Il disait que si on y parvenait, le nom du bois serait immortel. C'est à ce moment que j'ai compris. Mon lait meilleur pour plus tard ne devait pas être une punition, mais un don que seule la fille qu'elle avait rejeté pouvait lui offrir. Ma vengeance avait accompli sa mission en me donnant le pouvoir. Ma réconciliation devait utiliser ce pouvoir pour le pardon. J'ai marché lentement vers elle, et j'ai posé ma main sur le cahier. « Ce n'est pas un secret, maman, » lui ai-je dit, ma voix enfin libérée de l'amertume. « C'est la recette originale de votre grand-père. Vous aviez juste un ingrédient manquant, un type de levain qui s'est éteint avec les anciennes générations. L'ingrédient que j'ai trouvé en exil. » Je me suis penchée et j'ai murmuré à son oreille, lui révélant le nom exact du levain, la méthode précise du XVIIIe siècle. Elle se redressa, les yeux écarquillés, le souffle coupé. « Mais pourquoi, après tout ce que je t'ai fait, pourquoi me donner la recette qui aurait pu rendre ton nom seul légendaire ?» J'ai souri, un vrai sourire, celui qui venait de la guérison. « Le jour de l'épiphanie, vous m'avez refusé la fève, maman. Vous m'avez enseigné que dans la vie, si je voulais une récompense, je devais me la fabriquer moi-même. J'ai construit mon propre empire, mon propre succès. J'ai prouvé ma valeur. Ma vengeance était de vous surpasser. Mais ma réconciliation, c'est de comprendre que votre plus grande peur n'était pas la faillite, mais l'échec d'honorer la mémoire de votre propre grand-père. La couronne d'or est un héritage, maman, pas une punition. » J'ai fait un geste vers elle. « Le magasin est à moi, mais le savoir, l'art, le nom, ça nous appartient. Travaillez avec moi. Enseignez-moi les recettes anciennes. Je vous apprendrai mes méthodes modernes. » Ce n'était pas un pardon facile, mais une proposition de partenariat, une reconnaissance mutuelle. Elle a fondu en larmes, des pleurs de catharsis, le poids de ces années de favoritisme et de rejet s'effondrant enfin. Elle n'a pas dit « je suis désolée ». Elle a dit « nous allons rendre la brioche de grand-père parfaite ». La réconciliation fut professionnelle et mutuelle. Je ne lui ai pas rendu la propriété, mais je lui ai rendu sa dignité d'artiste. Elle n'a plus jamais été ma souveraine, mais elle est devenue ma partenaire technique, mon mentor dans l'artisanat. Nous avons relancé la couronne d'or ensemble, l'enseigne portant désormais mon nom en première ligne, le sien en petit, comme un hommage. J'avais ma vengeance, mais elle avait son salut. J'avais mon empire, mais elle avait son héritage sauvé. Mon meilleur pour plus tard n'était pas un dessert sucré, mais une vie changée, une mère et une fille unies par l'art, et non plus séparées par la rancœur. Et c'était infiniment plus satisfaisant qu'une simple part de galette.